France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour Ici l'Europe, votre programme qui vous est proposé sur France 24 et Radio France Internationale. L'Union européenne est atterrée par les mauvais traitements que lui inflige Donald Trump et c'est particulièrement vrai de la première économie européenne, l'Allemagne, qui vit un électrochoc géopolitique, presque un traumatisme avec la perte de l'ami américain. La future coalition gouvernementale qui sera dirigée par le chrétien-démocrate Friedrich Merz a décidé du coup d'augmenter rapidement les dépenses de défense qui représentent aujourd'hui 2,1% de son PIB. Et ce pays, qui est souvent rangé parmi les frugaux, a décidé de s'endetter pour cela. Nous en parlons tout de suite avec la secrétaire d'État auprès du ministre allemand de l'économie, Franziska Brandner. Bonjour, en duplex avec nous depuis Berlin. Bonjour. Je précise que vous êtes à la fois députée au Bundestag et surtout coprésidente des Verts, de ce parti donc, qui n'est plus dans la coalition, qui ne va pas en être. Vous allez passer dans l'opposition à la suite des élections fédérales du 23 février. Une coalition va se faire entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. D'abord, est-ce que vous êtes déçu de ne pas en être? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel attelage? Bien sûr, nous avons tout fait. Nous nous sommes battus pour avoir un très bon score, pour pouvoir continuer à gouverner l'Allemagne, pour rester sur la route de la neutralité climatique, pour la justice, pour l'Europe. On était le parti fort qui se battait pour l'intégration européenne. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Mais du coup, nous avons bien sûr une responsabilité qui est d'être une bonne force d'opposition. Et ce que je pense de la nouvelle petite coalition, parce que les conservateurs et les sociaux-démocrates ensemble, donc aujourd'hui, voilà, ils ont 50%, mais plus comme avant, une très grande majorité. Et ce qu'ils ont fait, malheureusement, c'est qu'ils ne regardent pas les problèmes que nous avons actuellement sur les systèmes sociaux, la retraite, la santé, sur le renouvellement de notre économie. Ils restent vraiment dans l'ancien et ils ajoutent une baisse d'impôts à l'autre pour les riches. On avait commencé à digitaliser, à numériser l'Allemagne et à faire avancer rapidement les nouvelles énergies. Eh ben, on craint que on retourne au passé. Alors vous êtes toujours dans ce gouvernement d'intérim, mais en attendant, c'est vrai que les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates qui ont recueilli 30% respectivement et 16% des suffrages lors des législatives de février sont tombés d'accord sur un accord de coalition et notamment pour créer un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 10 ans afin de combler le déficit d'investissement public accumulé dans le pays. C'est une véritable révolution tout de même par rapport au rigorisme allemand. Ils ont proposé 3 choses. Ils ont dit 500 milliards pour l'infrastructure, c'est le titre, hein, je vous en parlerai tout de suite. Deuxièmement, une possibilité pour les États, on est un État fédéral, du coup, pour les États, pour s'endetter eux-mêmes davantage. Et puis, troisièmement, d'exempter toutes les dépenses pour la défense qui sont au-dessus de 1% du calcul pour la dette au niveau de l'Allemagne. Et du coup, a priori, ça semble très très bien, mais il faut regarder dans le détail. Je commence avec les 500 milliards d'infrastructures. Il n'y a nulle part mentionné que les projets à financer, je veux dire, pour l'amélioration du train, pour les écoles, etc., que ça soit des projets additionnels. Du coup, ce qu'on craint et c'est ça ce qu'ils disent qu'ils vont faire, c'est de sortir ces projets du budget actuel, les financer par la dette et puis prendre le budget actuel pour financer la baisse d'impôts pour les riches, et cetera. Du coup, ça, c'est ça ce qu'on dit: «Ah non, 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 ça doit vraiment être pour l'infrastructure, pour nos communes, pour, ce qu'ils doivent faire et pour la défense». Ils ont défini la défense d'une manière très ancienne que les charges, je veux dire,
Je veux dire, c'est quand même très peu ambitieux de dire tout ce qui est au-dessus de 1% être financé par la dette. C'est vraiment injuste pour les générations à venir. Alors justement, parlons de défense européenne que les 27 sont désormais décidés à augmenter. Franziska Brantner, jusqu'à là, c'était surtout la France qui brandissait le terme de souveraineté, autonomie, quand les Allemands, beaucoup plus neutres, utilisaient l'expression de capacité d'action, parlaient maintenant de porter cette défense de 2,1 points du PIB à 3 très rapidement et de parler aussi d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, comme l'a fait le futur chancelier Merz. C'est quand même un changement radical, non? Pour l'Allemagne, oui. Pour moi, non. J'ai parlé de la souveraineté stratégique européenne depuis des années. Ça fait vraiment presque 10 ans, je pense que je dis qu'il faut investir dans notre souveraineté européenne au niveau de la défense, mais aussi de la compétitivité, des technologies où on doit vraiment à la hauteur et où on doit être aussi ouais, à un niveau d'indépendance qui nous permet de survivre dans des situations difficiles. Moi, je suis bien contente que finalement, nous avons aussi un gouvernement de droite qui accepte cette réalité. Malheureusement, on serait dans une meilleure situation si on avait commencé il y a 10 ans avec cette politique. On a essayé d'avancer sur plusieurs niveaux. On a déjà, dans le précédent gouvernement, on a dépensé plus pour la défense aussi à un niveau, je veux dire, plus global. Mais c'est évident qu'il reste beaucoup à faire. Friedrich Merz a aussi appelé Emmanuel Macron à ouvrir le débat sur l'extension à l'Allemagne de la dissuasion nucléaire française. Vous ne croyez plus les Allemands tous au parapluie nucléaire américain? Moi, je pense que si on regarde le président américain actuel, Trump, il y a une difficulté d'être confiante à 100% dans sa capacité de protection de l'Union européenne. Il joue. Il a évidemment dit que pour lui, l'Europe, c'est pas un partenaire dans le sens de stratégie, de long terme, mais que ça, c'est quelque chose de jour à jour. Et du coup, on a une nécessité de réfléchir même aux questions difficiles. C'est aussi un débat difficile en Allemagne, aussi au sein de mon parti. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder la vérité, la réalité comme elle est, et juste espérer que ça s'améliorera un jour. Je pense que c'est dangereux. Alors, au dernier sommet européen, les 27 ont décidé d'un plan Rearm Europe de renforcement des capacités de défense européennes. J'ai demandé au commissaire en charge de la défense, Andrus Kubilius, si les flexibilités pour les États leur permettant de s'endetter plus et un emprunt de la Commission européenne, cela n'était pas trop peu, trop tard. Écoutons ensemble sa réponse. Il aurait été préférable d'agir plus tôt, mais il est temps maintenant d'accélérer, de faire vite. Et nous devons faire le boulot de manière radicale, façon Big Bang, et arrêter les approches progressives. Nous savons ce dont nous avons besoin en matière de capacités de défense qui sont beaucoup trop faibles. L'OTAN définit nos objectifs capacitaires et c'est à nous de les produire. Nous devons produire des armes, suffisamment d'armes pour être prêts à nous défendre et dissuader les Russes de nous agresser. Car vous le savez, nos services de renseignement prédisent que cela pourrait arriver dans les 5 prochaines années. Les dirigeants européens se sont aussi, au dernier sommet, accordés sur une aide plus rapide à l'Ukraine. J'ai envie de dire, pas à 27 cette fois, à 26, sans la Hongrie de Viktor Orban. Est-ce que ça ne pose pas problème ? Bien sûr, ce droit de veto, surtout lorsqu'il est utilisé de manière irresponsable, comme le fait la Hongrie, nuit grandement à l'efficacité de nos décisions. Mais comme le montrent les États membres, ils sont capables de créer des coalitions de bonne volonté, de pays disposés à aider l'Ukraine. Nous pouvons le constater grâce au leadership très actif du président Macron, du Premier ministre britannique Starmer, ainsi que du nouveau chancelier allemand. Franziska Brantner, on voit que les questions de défense sont difficilement réglables à 27.
Alors justement, votre précédente coalition gouvernementale s'est beaucoup déchirée sur la question de l'envoi des armes à l'Ukraine et puis de l'envoi de soldats pour des garanties de sécurité. Qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement? Moi, je pense que le prochain gouvernement doit être une voix très, très forte pour l'Europe, pour une cohésion européenne. Et ce qui est évident, c'est si on n'arrive pas à avancer à 27, parce que Viktor Orban décide d'être du camp de Poutine et de Trump, eh ben, c'est à une alliance de la liberté d'avancer ensemble. C'est une alliance entre ceux qui sont prêts à défendre notre liberté, notre paix en Europe, peut-être la Norvège, peut-être la Grande-Bretagne se joindra à cette alliance et peut-être qu'il n'y aura pas Orban. Moi, je pense que maintenant, il faut être prêt à avancer comme ça a toujours été fait au niveau européen, que ceux qui sont prêts à voir et à avoir le courage d'avancer le font ensemble. Et ce qui est important, c'est qu'on ne parle pas que de l'argent, c'est aussi une question de technologie, d'investir conjointement dans les technologies qu'il nous faudra. C'est une capacité de la politique d'achat de réunir, de créer des synergies entre les Européens. C'est pas juste ajouter l'Allemagne à côté de la France et à côté des Pays-Bas, mais de vraiment créer des synergies, investir dans les nouvelles technologies ensemble, dans des entreprises. Peut-être on créera un nouveau Airbus. Moi, je pense que c'est ça ce qu'il nous faut aujourd'hui. Avec une préférence européenne, parce que est-ce qu'on continue à n'acheter que des technologies américaines? Est-ce qu'on continue à développer l'intelligence artificielle pour des besoins de défense américaines? Ou est-ce qu'on a une préférence européenne, comme le demande la France d'ailleurs? Nous avons une préférence européenne, mais une préférence, c'est-à-dire il ne faut pas exclure de aussi acheter ailleurs si on n'a pas encore les capacités chez nous, mais avec toujours l'ambition de le développer chez nous, d'investir chez nous et là où possible d'acheter européen. Mais surtout investir dans une nouvelle technologie. Ça se joue aujourd'hui si on y arrivera à être plus indépendant d'ici 20 ans. Pour ça, il faut créer des consortiums maintenant, il faut investir maintenant ensemble en Europe, créer des synergies, investir maintenant dans de nouvelles technologies. On voit bien que les 800 milliards annoncés par la Commission européenne, ils ne sont pas vraiment sur la table. Est-ce qu'un grand emprunt en commun, finalement, comme on l'a fait pour la crise Covid, comme les Français ils sont favorables, c'est de votre goût? Et surtout, est-ce que ça va être fait par la coalition Merz? C'est de notre goût du Parti vert, c'est pas du tout du goût du nouveau gouvernement. Moi, je me bats pour cette idée au niveau national en Allemagne. Moi, je pense qu'il faut s'endetter communément au niveau européen pour notre sécurité. Mais le gouvernement de Merkel n'y est pas, peut-être pas encore. On continuera à le pousser. Passons à un autre grand chapitre. Le président américain a imposé des nouveaux droits de douane de 25% sur tous les produits importés en acier, en aluminium, sans exception et sans exemption. La Commission européenne a annoncé qu'elle appliquerait au 1er avril des droits de douane forts et proportionnés sur une série de produits américains concernant jusqu'à 26 milliards d'euros de marchandises. Est-ce que vous approuvez? Si Trump impose des tarifs, des impôts, eh ben, on le fera aussi, des douanes. Mais en même temps, il faut se préparer aussi d'aller dans d'autres secteurs, le secteur du numérique, des taxes aussi, de vraiment regarder la politique de la compétition, de regarder s'il n'y a pas des monopoles, etc. Du coup, il faut être aussi un peu plus créatif et d'essayer de voir où est-ce qu'on peut vraiment aussi toucher pas seulement M. Trump, mais les oligarques tech des États-Unis qui ont quand même un pouvoir important dans son entourage. Alors, parlons quand même d'un chapitre qui avait beaucoup dominé votre campagne électorale et qui domine d'ailleurs beaucoup l'Europe, celui de l'immigration. Il y a eu plusieurs attaques meurtrières, on s'en souvient, impliquant des étrangers en Allemagne. Et donc, ça a fait monter effectivement le parti d'extrême droite chez vous, l'AfD. Les sociaux-démocrates ont concédé du terrain aux conservateurs sur ce chapitre dans le nouvel accord de gouvernement de 11 pages, avec l'idée de refoulement aux frontières communes des migrants sans papier, y compris pour des demandes d'asile avec accord de nos voisins européens. Vous en pensez quoi? C'est la proposition que Friedrich Merz avait fait pendant la campagne électorale. On lui avait dit que ce ne sera pas possible sans nos partenaires, nos voisins européens. Et maintenant, ce qu'ils ont écrit, s'ils ont écrit on va faire ça aux frontières, mais on le fera en commun avec nos partenaires, nos voisins, eh bien, ça ne sera pas possible.
Du coup, le chancelier autrichien a déjà dit, mon cher collègue Friedrich Merz, mon collègue futur, on ne le veut pas, on ne le fera pas. Et bien, du coup, maintenant, c'est le check de réalité pour Friedrich Merz. Il peut plus juste dire c'est ça ce que je veux faire. Et moi, je tiens à ce que l'Europe a besoin de plus d'intégration ces jours-ci et pas moins. C'est pas le moment de s'agacer entre voisins, entre l'Autriche et l'Allemagne et la France, le Danemark, etc. C'est le moment de se rallier, de trouver des solutions communes aussi sur la question de la migration. Pour terminer, effectivement, je disais que vous étiez une fervente défenseuse de la question franco-allemande ou des relations plus serrées. Le tandem Macron-Scholz, reconnaissons-le, n'a pas fonctionné clairement. Est-ce que ça marchera mieux avec Macron-Merz? Je l'espère, je ne le sais pas. Merz n'est pas un vrai Européen non plus. Mais vous avez raison, le couple Macron-Scholz n'a pas vraiment marché. On a essayé à notre niveau d'avancer, de proposer des projets communs. Mais j'espère vraiment que le moteur franco-allemand pourra marcher. Mais il faut tout ça. Il ne faut pas seulement les chefs d'État, il faut aussi les entreprises, il faut la société civile, il faut vraiment tous qui se mobilisent maintenant pour qu'on défende l'Europe ensemble. Qu'est-ce qui fait marcher le franco-allemand? Moi, je pense que c'est l'échange, c'est de trouver, d'avoir des débats qui sont souvent difficiles, mais il faut garder l'objectif de trouver une position commune et de ne pas voir la France ou l'Allemagne comme l'obstacle, comme le problème. Les problèmes sont ailleurs, les ennemis sont ailleurs. C'est ni la France ni l'Allemagne. Et l'objectif, ça doit être de trouver des compromis communs pour le meilleur de l'Europe. Merci Francesca Brantner d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez bien sûr en notre compagnie avec le débat au Parlement européen sur la fameuse simplification. Bienvenue au Parlement européen où l'on promet de faire la chasse à la paperasse. La bureaucratie est dans le viseur de la Commission. Fin février, l'exécutif européen a dévoilé un paquet de mesures appelées Omnibus destinées à alléger les entreprises du poids des normes jugées excessifs. Le commissaire à l'économie, la productivité et la simplification, le letton Valdis Dombrovskis, conduit les opérations. Écoutez. Réduire la paperasserie est un élément important pour avoir une Europe plus compétitive. Nous ne pouvons pas être compétitifs dans le monde en ayant les mains liées. L'accumulation de règles et leur complexité croissante limitent notre potentiel économique et notre prospérité. Alors le commissaire français à l'industrie Stéphane Séjourné est aussi au cœur du réacteur, mais certains accusent la simplification de dissimuler en vérité une diminution des ambitions européennes en matière de climat ou de droits de l'homme. Alors signe-t-elle cette simplification une remise en cause du Green Deal, acte central de la précédente commission Van der Leyen 1. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. D'abord Estelle Coelmans, bonjour. Bonjour. Eurodéputée belge du groupe socialiste et démocrate qui défend la nécessité d'une forte régulation en Europe. Virgile Daniel Popescu, bonjour. Eurodéputé roumain, vous êtes élu dans votre pays sous l'étiquette du Parti libéral et vous siégez ici au PPE à Bruxelles. Votre groupe a salué les annonces de la commission. Enfin, Marie Toussaint, bonjour. Bonjour. Eurodéputée française et vice-présidente du groupe des Verts au Parlement européen. Monsieur Popescu, votre groupe, le PPE, donc la droite qui est très majoritaire, à la Commission en particulier, a salué ces annonces de la Commission Van der Leyen 2. Les entreprises européennes sont-elles vraiment victimes, selon vous, d'une surrégulation par rapport aux autres dans le monde et s'en plaignent-elles à titre majoritaire, en fait? Est-ce que c'est leur objet de plainte et de crainte principale? Je crois que nous tous avons lire le rapport Draghi sur l'Europe, sur l'industrie, sur la compétitivité. On a vu qu'on a un gros problème de compétitivité. Et un des problèmes de compétitivité est la supraréglementation, dont je salue la décision de Commission européenne pour déréglementation, pour simplifier les choses. Si je suis une petite et moyenne entreprise, je n'ai pas un staff très compliqué, une strafe très grande pour suivre les règles que la Commission a mis en place. Et je vous donne un exemple. Des compagnies qui vont implémenter la mobilité.
Et ils m'ont dit ça, que le moyen temps pour installer une station de charge pour les voitures électriques, c'est 2 années dans l'Union européenne. Ça, c'est une chose qui n'ajoute pas le pacte vert européen, le Green Deal. Ça, c'est une chose qui complique toutes les choses. C'est pour ça que nous avons maintenant un réseau de chargement électrique dans l'Europe. Alors la Commission dit effectivement que c'est une manière finalement d'aller plus vite dans l'accomplissement du verdissement de l'Union. Mais on a l'impression en même temps, ce qui est troublant, c'est que la Commission elle a enclenché la marche arrière sur des décisions prises lors de son précédent mandat. Estelle Koelmans, c'est une remise en cause qui était nécessaire, vraiment ? Alors certainement pas. Et puis surtout, ce qui est assez interpellant, c'est de voir que les mesures qui ont été prises ici dans Omnibus 1, puisqu'on est dans un premier jeu de dérégulation, comme l'a dit d'ailleurs monsieur ici, on n'est pas dans de la simplification, on est vraiment dans de la dérégulation, parce que la bureaucratie, tout le monde est contre. Moi, je suis contre aussi la bureaucratie. Mais ici, c'est vraiment revenir sur des mesures qui étaient essentielles et adoptées sous le précédent mandat et qui sont demandées, en fait, qui sont vraiment le cahier de revendication de Business Europe, c'est-à-dire les grandes entreprises et grands patrons européens, et pas les PME, justement, comme ça a été dit tout à l'heure. D'ailleurs, ici, cette dérégulation, elle ne va pas simplement, justement, elle va surtout donner beaucoup d'accès et faire beaucoup de cadeaux aux grandes entreprises plutôt qu'aux petites. Et alors, effectivement, c'est revenir sur des mesures qui sont essentielles, notamment en matière d'encadrement et en tout cas de respect des droits sociaux et des droits humains, comme on le dira tout à l'heure, à travers le monde et en Europe, et qui étaient essentielles, vraiment. Et, commençons voilà. peut-être, Marie Toussaint, par les objectifs climatiques, en fait, que la Commission dit au contraire vouloir maintenir à travers ces mesures, mais dans ces nouvelles propositions, elle exempte plus de 80% des entreprises de la taxe carbone aux frontières, qui était une mesure phare de fameux Green Deal. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les deux, finalement ? Alors, je vais mettre la question de la taxe carbone aux frontières à part, parce qu'effectivement, il y a des mesures de simplification. On a plus de 80% des entreprises qui correspondent à vraiment une part infime d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, aller vers plus de simplification, la proposition qui a été mise sur la table, ça va. Le problème, c'est tout le reste, la montagne. Et c'est vraiment une dérégulation qui avance masquée, parce que vous l'avez souligné, Ursula von der Leyen, la Commission européenne, vient de nous dire, mais on va même rehausser les objectifs climatiques, on maintient l'objectif de la décarbonation de l'industrie. D'ailleurs, on va lui aider, mais dans la réalité, ils détruisent tous les outils qui peuvent permettre d'arriver à atteindre réellement ces objectifs. Le problème majeur ici, cette dérégulation, elle touche principalement la transparence sur l'activité des entreprises et leurs responsabilités dans le cadre du devoir de vigilance. Qu'est-ce que demande la Commission ? La Commission, elle continue à demander aux grandes entreprises de faire des plans de transition climatique. Donc le travail, il est quand même là, c'est heureux, je m'en réjouis. Mais par contre, ce qu'elle dit aussi, elle l'écrit noir sur blanc, c'est pas grave si, dans le cadre de ces plans, ça nous mène vers un réchauffement à plus 6 degrés. C'est pas grave si on constate que ça ne va pas du tout et que finalement vous ne faites rien. C'est ça qui est écrit noir sur blanc dans les textes que propose la Commission européenne. Ce n'est donc absolument pas une simplification, mais une extension du domaine de l'impunité, a fortiori pour les pollueurs et ceux qui violent les droits humains. Alors on a commencé à le mentionner, l'une des directives remises en cause par la Commission, c'est celle sur le devoir de vigilance. Elle oblige les entreprises à surveiller tout au long de la chaîne de valeur que les droits humains et les droits environnementaux sont respectés. Non seulement elle n'entrerait plus en vigueur qu'en 2028 au lieu de 2027, mais elle serait limitée aux seuls partenaires directs des entreprises et le contrôle n'interviendrait plus qu'une fois tous les 5 ans. Enfin, les sanctions financières seraient supprimées. Virgile Daniel Popescu, on a l'impression d'une coquille vide. Il ne reste pas grand-chose. Je crois qu'il faut respecter les droits de l'homme. Je crois qu'il faut respecter l'honneur de personnes qui travaillent. Et je crois qu'il faut respecter l'éthique en pratique commerciale. Aussi, il faut être un équilibre parce que si on est plus réglementatif dans ce domaine, on peut avoir le risque de relocation de l'entreprise au dehors de l'Europe et on peut avoir encore d'autres problèmes, manque de chômage en Europe. Vous entendez quand même l'idée de délocalisation. On évite la délocalisation parce que d'autres parties du monde déréglementent, et on pense bien sûr aussi aux États-Unis, Madame Koelmans, et c'est un argument qui peut porter sur celui de l'emploi. Ce n'est pas du tout l'enjeu ici, justement, de cette directive. L'enjeu de cette directive, c'est notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a déjà quelques années la directive dit c'est pour la compétitivité, c'est pour l'emploi, etc. Il y a quelques années, un bâtiment qu'on appelle le Rana Plaza s'est effondré sur 3000 travailleurs et travailleuses au Bangladesh.
Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les vêtements que nous portions ici, ou que certains même métaux que nous avons dans nos GSM sont couverts de sang quelque part. On ne respecte pas les droits humains, on ne respecte pas les droits sociaux. Et cette directive, elle vise quelque part, ou alors effectivement des grands groupes français pétroliers que nous ne citerons pas, qui effectivement polluaient dans des pays d'Afrique. Donc voilà, le problème, c'est que l'Europe a décidé d'avoir aussi une éthique dans ce qui était consommé ici. Et ce n'est pas une question de délocalisation ou de compétitivité, c'est simplement le fait qu'on responsabilise quelque part ceux qui importent ici certains produits tout au long de la chaîne de production sur les droits humains et sur les droits sociaux et sur les droits environnementaux. Donc c'est ça l'enjeu de cette directive. Et le risque n'était pas spécialement une délocalisation, mais simplement de jouer un jeu correct. Marie Toussaint, de nombreuses ONG allant d'Amnesty International en passant par Oxfam et les Amis de la Terre, ainsi que des syndicats européens s'alarment des annonces de la Commission. Est-ce que vous y voyez une forme de victoire des lobbies libéraux, voire des ultra-conservateurs, du courant trumpiste finalement? Ah bah bien sûr. Bien sûr, c'est une forme de massacre à la tronçonneuse qui ne dit pas son nom, parce que Stéphane Séjourné s'en défend. Il dit « nous, on sait réformer sans tronçonneuse », mais quand on ouvre la casserole, on se rend bien compte que c'est ça qu'il y a dedans. J'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit sur la délocalisation, etc., parce qu'on nous vend aussi cette réforme comme faisant œuvre de souveraineté pour l'Europe. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et dans la réalité, cette directive, elle vise aussi à faire cesser la concurrence déloyale de firmes qui produisent en Chine avec le travail forcé des Ouïghours, qui utilisent le travail des enfants en Asie du Sud-Est, qui font n'importe quoi effectivement en Afrique, sur les minerais, sur le pétrole, le gaz. Dans la réalité, c'est une directive qui protège la production en Europe parce qu'elle dit qu'on ne peut pas produire ailleurs dans des conditions qui sont dévastatrices et puis après venir vendre ces produits sur le sol européen. Donc au fond, ça préserve la souveraineté européenne, ça préserve l'emploi, ça préserve aussi notre capacité d'agir pour le climat, c'est vrai, mais aussi, et je le rappelle, contre tous les produits toxiques. Madame Keulemans a parlé de textile. Dans les produits que nous portons, il y a des PFAS, il y a des produits toxiques, des colorants, etc. Et en fait, c'est quand même normal que les Européennes, que les Européens souhaitent ne pas avoir dans leur vie quotidienne des produits qui les rendent malades. Alors justement, Monsieur Popescu, de ce point de vue géopolitique, de souveraineté, effectivement, est-ce que la manœuvre de la Commission dite de simplification semble justifiée face à l'Amérique de Donald Trump, qui effectivement veut la déréglementation à tout crin? L'Europe, est-ce qu'elle n'a pas plutôt tendance à affirmer qu'elle est une puissance régulatrice pour mettre un frein aux géants du numérique, aux possibles monopoles américains, et pour des raisons de souveraineté? Je suis un pro-européen, un pro-américain. Mais quand on fait des comparaisons avec Europe et Amérique, il faut tenir compte de plus de choses. Europe, l'Union européenne, ce sont plusieurs de pays. Amérique, c'est un seul pays. Nous avons autre mentalité que l'américain. Donc la Commission européenne doit tenir compte de toutes ces choses quand on sait déréglementation ou simplifier. Et je crois que simplifier pour l'Europe, c'est la meilleure chose. Peut-être pour l'Amérique, déréglementation ou totale déréglementation, mais je ne crois pas en totale déréglementation, peut-être ça va. Mais je crois que pour l'Europe, ce qu'on fait maintenant, simplifier et ajouter les entreprises européennes, c'est la meilleure chose que la Commission peut faire. Et Estelle Keulemans, il y a un point aussi qu'on n'a pas encore abordé, c'est que certaines entreprises avaient commencé à se plier à ces nouvelles contraintes, ou en tout cas à ces nouvelles normes. Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que les bons élèves, finalement, ne vont pas être découragés par ces nouvelles annonces ? Eh bien, c'est ça, évidemment, le problème. C'est ce que ceux, aujourd'hui, qui avaient notamment décidé d'être très transparents, notamment sur leurs pratiques environnementales, sur leurs pratiques sociales et autres, maintenant sont quelque part sanctionnés par rapport aux mauvais élèves qui n'avaient rien prévu, ou ceux qui, justement, n'avaient certainement pas l'intention non plus d'appliquer correctement, notamment cette directive sur le devoir de vigilance à travers la chaîne de production, et qui, quelque part, on refausse aussi la concurrence entre ceux qui, effectivement, travaillent sur base de droits éthiques et environnementaux, en tout cas de ce respect-là, par rapport aux cow-boys et à ceux qui ont décidé de ne pas finalement, et qui travaillaient dans le but et dans le cadre des valeurs qui sont nos valeurs européennes par rapport à ça. Donc c'est extrêmement problématique, c'est que pour le moment, non seulement on est en train de refausser justement la concurrence entre les entreprises qui jouent correctement le jeu et les cow-boys, et puis surtout, on est véritablement en train de revenir en arrière aussi. Allez,
si ces législations ont été prises aussi, c'est parce qu'on a traversé certaines crises. On était conscient effectivement des crises climatiques, on était conscient de crises environnementales et de crises sociales, et en particulier après 2008, où on a aussi déjà beaucoup sabré dans les droits sociaux et autres. Et on avait décidé sous la précédente mandature justement de revenir sur ces urgences sociales et environnementales. Maintenant, on voit qu'on est confronté à d'autres crises géopolitiques, le retour de la guerre, et qu'on est effectivement avec une tronçonneuse en train de revenir sur tous ces droits. Mais Marie Toussaint, est-ce que vous entendez l'argument de M. Popescu, on est 27 États, etc. Donc ça fait des tranches de millefeuilles supplémentaires, c'est-à-dire les réglementations nationales, plus supranationales, européennes, etc. Et total, la Commission européenne dit qu'on va réaliser des économies de coûts administratifs annuels de 6,3 milliards d'euros et mobiliser 50 milliards d'euros supplémentaires d'investissement public-privé. Donc vous ne croyez pas à ce coût de la paperasserie ? Bon, alors moi, je veux vous dire deux choses. La première, c'est que oui, il y a un coût à la paperasserie. Madame Queulemans l'a dit également, hein. Tout le monde déteste la bureaucratie. La bureaucratie, elle s'impose à tout le monde, pas seulement aux entreprises. Je veux dire, quand on fait ces démarches au quotidien, on a des problèmes de recours au droit dans tous les pays de l'Union européenne, hein, parce qu'il y a trop de papiers à faire. Quand on est un paysan, une paysanne, eh bien oui, il y a trop de papiers à faire et on se retrouve à passer du temps sur les papiers plutôt que d'être dans ses champs ou avec ses bêtes. Donc cette paperasserie-là, évidemment, il faut la tuer. Maintenant, sur le coût, on va se parler un petit peu franchement. Quand on regarde, il y a eu des études qui ont été faites, quand on regarde les entreprises cotées, les très grandes entreprises, mais aussi un certain nombre de PME sont cotées, vont sur le marché, vendent des actions. Quand on compare le coût de cette paperasserie des normes sociales et environnementales avec les sommes qui sont données aux dividendes, on se rend compte que c'est seulement 0,13%. Le coût de cette paperasserie, c'est 0,13% en comparaison aux dividendes qui sont distribués par les entreprises aux actionnaires. Donc il faut arrêter de se moquer du monde, parce que dans la réalité, si on devait faire la chasse à quelque chose, ce serait peut-être aux super profits qui nous proviennent parfois de partout. Et puis la deuxième chose, il y a des opérations de simplification qui sont extrêmement simples. Et vous savez, les lobbies, parfois, on les voit à l'œuvre déposer des milliers d'amendements qui n'ont aucun sens pour faire exprès et que les lois soient effectivement inapplicables. Mais dans la réalité, prenons des exemples. Les PFAS, ces polluants éternels qui abîment la santé et la nature. Si on les interdit, c'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de charges administratives. De la même manière, le glyphosate, plutôt que de le réautoriser avec des études de seuil, si on l'interdit, il n'y a plus besoin d'étudier les seuils. Il y a moins de paperasse. De la même manière, sur l'extraction minière en eau profonde. Voilà, tout ça, ce sont des normes extrêmement simples que pourtant, ceux qui se réclament aujourd'hui de la simplification refusent absolument. Estelle Queulemans, le mot de la fin peut-être, parce que la Commission a annoncé que ces premières mesures de simplification seraient suivies par d'autres dans les mois à venir. Vous avez des craintes dans d'autres domaines ? Très clairement, on nous annonce au moins 3 omnibus, donc effectivement, une deuxième va arriver. Alors peut-être justement au niveau du timing, il y en a une, si vous regardez toujours d'ailleurs le cahier de revendication de Business Europe auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc il y en a une qu'on n'a peut-être pas osé sortir avant le 8 mars, qui est quand même la journée internationale des droits des femmes, mais on va certainement revenir sur une directive qui est toute neuve, elle aussi, qui est sur la transparence des rémunérations et qui vise justement à lutter contre ce sacro-saint, en tout cas, inégalité salariale entre les hommes et les femmes, dans lequel l'Europe est engagée depuis le traité de Rome, en 1957, et qui existe malheureusement toujours au moins à 12% en moyenne au niveau européen. Et très clairement, on va revenir là-dessus. On veut instaurer aussi ce qu'on appelle un 28e régime pour les entreprises, pour des entreprises qui auraient effectivement des activités dans plusieurs pays européens, pour déroger aussi aux droits sociaux, aux droits économiques. Donc on sait que malheureusement, ce n'est que le début de ce fameux choc de la simplification. Que vous appelez, en ce qui vous concerne, M. Popescu, quand même de vos voeux, un choc de simplification. On verra, évidemment, on va suivre le dossier ensemble. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce débat. Bonne suite de programme sur nos chaînes.